Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture sur le livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix, commencez à vivre. Aujourd'hui, nous entamons un court chapitre, le chapitre 9, qui s'intitule « Cessez de chercher à tout comprendre, découvrez le pouvoir de l'ignorance ». C'est parti. Petite phrase comme d'habitude avant d'entamer. « N'apprends qu'avec réserve, toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que, naïf, soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête, innocent, sans songer aux conséquences. » Henri Michaud, Poteau d'angle. Selon les lois de l'aérodynamique, le bourdon ne peut pas voler. Le rapport mathématique entre sa tête, trop grande, et ses ailes, trop petites, l'empêche de soutenir son corps en l'air. Mais le bourdon ne le sait pas. C'est pourquoi il vole, s'amusait Igor Sikorsky, un pionnier russo-américain de l'aviation, inventeur de l'hélicoptère, en développant la théorie de ce qu'il nommait le pouvoir de l'ignorance. Un pouvoir qui nous manque cruellement à nous qui sommes tous des bourdons inachevés auxquels il manque la capacité d'oser. Nous n'accordons aucun pouvoir à l'ignorance, nous la méprisons et lui opposons ce que nous estimons être notre supériorité d'humain, la capacité à tout comprendre. Si nous étions des bourdons, nous aurions d'abord réfléchi avant de nous élancer dans l'air, et, en toute logique, nous serions prudemment restés plaqués au sol puisqu'il nous est techniquement impossible de voler. Nous aurions littéralement été prisonniers de notre cadre de pensée. Nous en aurions très certainement crevé. Méfions-nous de notre volonté de tout comprendre. Elle nous égare. Dois-je changer de métier ou d'entreprise ou de cadre de vie, ceux-ci ayant révélé les effets nocifs qu'ils ont sur ma propre vie ? Voilà des questions réelles dans lesquelles nous nous perdons souvent en conjectures, en calculs, en hésitations. Nous pesons inlassablement le pour et le contre, nous laissons filer les mois, puis les années, reprenant nos calculs et nous terrifiant parce que la colonne du contre n'est jamais vierge. Finalement, nous restons sur place, à nous morfondre et à regretter. Ah, si seulement j'avais. Nous traînons les regrets qui s'accumulent, les douleurs qui s'incrustent, les « si seulement ». Nous entreprenons des thérapies pour essayer de comprendre en espérant que la compréhension sera libératrice. Nous comprenons beaucoup de choses, mais cela ne nous permet pas de changer. Combien de personnes sont capables de vous expliquer pendant des heures tous leurs problèmes, la situation de leurs parents, les blessures qu'ils ont vécues ? Résultat, elles sont juste encore plus enfermées en elles-mêmes qu'avant. Mes 4 grands-parents avaient échappé de peu à la Shoah. Chez nous, on ne parlait jamais de ce passé, mais il était d'autant plus présent, oppressant. L'une de mes 2 grand-mères était venue seule en France au début des années 30. Quand les échos des exactions du nazisme en Pologne lui étaient parvenus, elle avait tout tenté pour repartir, prévenir sa famille, l'aider à fuir. Elle n'y était pas arrivée. Elle a vécu jusqu'à son dernier jour avec ce remords. Dans son salon, elle avait encadré la photo de ses parents, de son frère, morts dans les camps de concentration. Dans sa tête, elle refaisait inlassablement l'histoire. Sa douleur était insoutenable, elle l'entretenait au quotidien. Quand, devenue adulte et j'ai fini par l'interroger, elle m'a répondu à demi-mot pour soupirer qu'elle ne leur avait jamais dit adieu. J'ai lu des livres, j'en ai parlé avec des histoires, des psychologues, j'ai posé des questions à des témoins, à des spécialistes, j'ai essayé de comprendre, persuadé que, par le seul fait de comprendre pourquoi elle n'avait pas réussi à arriver en Pologne et comment elle aurait pu réussir, je serais libéré et j'irais automatiquement mieux. N'est-ce pas ce que l'on nous répète tous les jours depuis les bancs de l'école primaire ? J'étais presque devenu moi-même un spécialiste de cette période. Je connaissais les plans et les cartes sur le bout des doigts. Ma raison était gravée de faits, de chiffres, de données. Mais l'oppression, elle, était toujours là. Mon sentiment d'incomplétude aussi. Malgré moi, je ressassais. Je m'emmurais dans cette douleur dont j'étais l'héritier. Mais je devais réussir. Je devais donc encore plus comprendre, ainsi que nous l'intime la dictature de nos sociétés. Je craignais qu'en perdant le contrôle, une faille ne se crée et mon édifice ne s'écroule, ne laissant nu face à une douleur qui m'engloutirait. Je ne voulais pas rendre les armes de la raison que je pensais comme un bouclier. Je ne voulais pas non plus m'arrêter sur le chemin de la réflexion qui m'amènerait, croyais-je encore, vers une réponse. Tout arrêter me semblait presque un acte suicidaire. Comme souvent, il a donc fallu qu'on m'y autorise. On ne peut être qu'une tierce voix, un thérapeute, un confident, quelqu'un qui nous donne cette permission, qui nous soutient ou nous aime profondément. J'ai donc lâché la corde pourrie à laquelle je me raccrochais et j'ai sauté, croyant aller dans le vide alors qu'en réalité je fonçais enfin vers la vie. Je me suis peu à peu foutu la paix, c'est-à-dire que j'ai accepté de rester avec mes douleurs, mes interrogations, sans chercher de solution, en acceptant l'épreuve. J'ai appris à coïncider avec la réalité telle qu'elle est pour moi. À ce moment donné, j'ai accepté l'incertitude. Je n'ai plus essayé de comprendre le pourquoi je suis entré en rapport avec cette douleur.
Depuis, je me méfie de ceux qui affirment avoir tout compris, et ce, même lors des séminaires que j'organise. Car on cesse alors de questionner, de découvrir, d'avancer. On détient l'équation magique, on se protège derrière la théorie, on s'y accroche. Et on passe à côté de la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle s'incarne, telle qu'elle se vit. Avoir tout compris est un piège redoutable. Redoutable parce que la clarté est bien sûr nécessaire, mais à un moment, elle nous emprisonne. Notre existence n'est pas une équation mathématique. Ne pas s'acharner à tout comprendre est la seule manière d'être vraiment fidèle à ce que signifie l'existence humaine. Le seul moyen de rendre à la réalité son souffle, son rythme, sa démesure salutaire. Pour peu que nous abandonnions le souci de tout comprendre, une deuxième force se révèle à nous, l'intuition. Dans les universités anglo-saxonnes, où toutes sortes d'études sont menées, l'une d'elles m'a particulièrement interpellé. Les cobayes étaient 2 groupes d'étudiants, les uns allemands, les autres américains, et une seule question leur a été posée. Laquelle de ces 2 villes américaines, Détroit ou Milwaukee, est la plus peuplée ? Les étudiants américains, possédant naturellement plus d'informations quant à la géographie de leur pays, ont réfléchi, rassemblé des données et majoritairement répondu Milwaukee. Moins informés, forcés de se fier à la seule intuition, les Allemands ont, pour la plupart, donné le nom de la ville qui leur est plus familier, Détroit. Et c'était la bonne réponse. Nous rationalisons dans notre travail alors que nous sentons d'instinct que nous commettons une erreur, que nous nous enlisons dans les lourdeurs. Nous sommes fascinés quand d'autres trouvent une idée. Nous nous interdisons, nous, de sortir du process pour la chercher. Nous rationalisons jusqu'à notre vie intime. Nous connaissons tous des hommes, des femmes qui, pour rencontrer l'âme sœur, s'adoptent des stratégies quasi issues des techniques marketing. Et rationalisant les moyens d'approche, intellectualisant la manière de les potentialiser, se barricadant contre les aléas, contre l'inconnu, se fixant sur un objectif tracé au cordeau au point d'en perdre l'essentiel, la vie. Des années plus tard, ces hommes, ces femmes cherchent encore l'âme sœur. L'intuition dont je parle là n'a rien d'ésotérique. Ce n'est ni un mystérieux sixième sens, ni un pouvoir réservé à quelqu'un. Elle se révèle quand nous devrons prendre une décision immédiate, sans avoir le temps de rassembler les informations rationnellement nécessaires à cette prise de décision. Nous pouvons alors hésiter et tergiverser, soit sauter le pas. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous ne sautons pas dans l'inconnu. Nous en savons beaucoup plus que ce que nous pensons savoir. Nous emmagasinons en permanence des tas de connaissances acquises par différents canaux, qui ne sont pas forcément ceux des transmissions classiques du savoir. Ces données sont en nous. Elles ne remontent pas nécessairement à la surface de notre conscience, mais c'est en elles que puise notre intuition pour nous guider. Quand je sens que cette issue d'un problème sera heureuse, ou bien qu'au contraire cette situation va dégénérer, je ne fais pas usage d'une boule de cristal, mais j'analyse en un éclair ces indices et ces informations que j'ignore posséder, et qu'il m'est donc impossible de vérifier. En ce sens, l'intuition n'est pas irrationnelle, elle est même une forme de rationalité souterraine qui se déploie d'autant mieux que l'on se fout la paix, que l'on accepte de s'écouter au lieu d'être dans l'observation paralysante des vérifications infinies, que l'on abandonne le rêve de vouloir tout savoir, tout contrôler pour passer à un autre niveau de compréhension. L'intuition peut-elle être mauvaise conseillère ? C'est évident, de la même manière que nos calculs, aussi rationnels soient-ils, ne nous mènent pas systématiquement vers des réussites. En cultivant notre droit à l'intuition, en acceptant de ne pas tout comprendre, une troisième force se révèle à nous, la créativité. Elle n'est pas le précaré d'une poignée d'artistes, elle n'est pas un don réservé à quelques-uns, nous la possédons tous en nous. Mais nous lui faisons barrage pour une raison toute simple. Être créatif, c'est accepter de perdre ses points de repère pour changer. Or, nous sommes naturellement résistants au changement qui nous fait peur en raison de la part d'inconnu qu'il recèle. Nous transmettons notre immobilisme depuis l'école où, par prudence, par peur du lendemain, nous formatons nos enfants au lieu de les former, persuadés qu'ils seront plus à même de s'intégrer demain dans le marché du travail. Étrange calcul, en ce XXIe siècle où, du fait de la cadence des innovations technologiques, notre monde est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. La formation d'aujourd'hui sera caduque demain. D'autres capacités, d'autres compétences seront nécessaires auxquelles il sera beaucoup plus facile de répondre si l'on a été formé à rebondir, à s'adapter, à épouser les nouveaux enjeux. À quoi sert de lire La princesse de Clèves ? À être plus humain derrière son guichet, plus compétent en dirigeant une équipe, plus efficace en naviguant d'un logiciel à l'autre. À être conscient de la complexité d'une situation et de ses ramifications. Donc, à être créatif, que ce soit dans sa vie professionnelle, personnelle, ou ne serait-ce que devant ses fourneaux à l'heure de préparer le repas. Wittgenstein, le philosophe viennois, estimait que, dans tout problème philosophique sérieux, on doit toujours se tenir prêt à apprendre quelque chose de complètement nouveau. Est-on prêt à sortir de notre immobilisme pour apprendre quelque chose de nouveau ?
Prêt à être toujours désorienté pour mieux sauter? Toute la question de la créativité est là. Je compare volontiers cette démarche à l'apprentissage de la natation. On peut s'entraîner sur un tabouret, connaître à la perfection les enchaînements de chaque type de nage, mais cela n'a rien à voir avec le fait de se jeter à l'eau. Dans l'eau, il nous faut réinventer les mouvements appris sur le tabouret, faute de quoi on est certain de couler. C'est exactement comme la vie qui est un pari. Se foutre la paix, c'est se jeter à l'eau pour s'ouvrir à des possibilités qui me rendront eux-mêmes encore plus créatifs. C'est sortir des schémas, accepter de ne pas savoir, de ne pas contrôler. C'est la fin de notre chapitre. Comme d'habitude, un petit avis, qu'en avez-vous pensé? Et je demande pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire sous la vidéo. Ça permet de plus découvrir les vidéos et ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine lecture, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. À bientôt.